Démile infamie en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer: pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Nous allons consacrer la séance de ce soir de notre école d'éducation populaire anticoloniale à la question des violences policières. Nous avons tous vu ces dernières semaines et ces derniers mois un certain nombre de situations qui ont marqué les médias. L'affaire Théo en particulier a montré jusqu'où dans l'horreur peuvent aller des policiers qui sont censés protéger la population, jusqu'où ils peuvent aller en termes d'humiliation. Mais malheureusement, cette affaire Théo, telle qu'elle est aujourd'hui retranscrite dans un certain nombre de médias, mais aussi dans son discours militant, tend à nous la montrer comme un peu exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on va insister sur l'aspect excessif du viol de Théo, sur l'aspect excessif de la violence particulière qui a été dans cette situation, avec comme danger de sous-estimer la permanence de ces violences policières, avec comme danger de sous-estimer le fait que dans les quartiers populaires, même si ça ne va pas jusqu'au viol comme ce que Théo a dû subir, eh bien, les humiliations, peut-être plus petites, peut-être moins violentes en termes d'agression sur le corps, sont une réalité structurelle, sont une réalité permanente. Et donc, il nous a semblé important, ici sur l'île, de nous arrêter sur ces violences policières pour ne pas faire d'erreur d'analyse. Pour aborder cette question, il faut rappeler un certain nombre de faits. Et le premier fait à rappeler, c'est que nous sommes dans une société et un État complètement hypocrite. Il y a encore refus aujourd'hui dans notre société qu'il y ait des statistiques sur le nombre de tués ou de blessés par la police. C'est la première chose à dire. Tant que cet État, tant que cette société n'obligera pas à comptabiliser, à repérer le nombre de blessés et de morts du fait des forces de l'ordre, eh bien nous serons dans une hypocrisie officielle, dans une hypocrisie d'État. Hollande a beau aller voir Théo. Des déclarations peuvent se faire par des membres du gouvernement. Le véritable point de changement sera le fait qu'on accepte de comptabiliser. Nous sommes dans la même démarche que pour les discriminations, dans lequel on nous dit pas de statistiques ethniques. Mais nous dire ça, c'est refuser de voir la réalité, refuser de la quantifier. Et je pense qu'il fallait commencer par ça, parce qu'il y a beaucoup de déclarations aujourd'hui, on pourrait avoir l'illusion que les choses sont en train de changer. Les choses ne changent pas. Le point noir reste ce refus de regarder la réalité. Pour vous montrer cette réalité, je voudrais m'appuyer sur un certain nombre de données, puisqu'on n'a pas de statistiques officielles, de données recueillies par des associations ou des militants. Je voudrais en particulier citer les chiffres que nous donne l'association ACAT, Action catholique contre la torture. Donc voilà, j'ai pris des gens qui n'étaient pas repérés comme des gens militants d'extrême gauche, etc., ou des gens militants radicaux de l'immigration. On a pris des gens qui en apparence sont honorables. Nous, nous ne sommes pas honorables, nous sommes pestiférés. Hein. On dit la même chose depuis des années, mais on ne nous écoute pas. Alors je suis plutôt parti du côté de l'ACAT. Eh bien, ils repèrent de 2004 à 2014, c'est leur enquête, 109 décès, un décès par mois. C'est ça la réalité statistique qu'on ne veut pas prendre en compte. Nous ne sommes pas avec une bavure de temps en temps, nous sommes devant une réalité structurelle, permanente, etc. L'association ACAT a en particulier étudié 89 cas d'usage de la force par des policiers et gendarmes qui ont entraîné soit des décès, soit des blessures graves entre 2005 et 2015, donc ça en plus de la statistique que je disais auparavant, et elle dénombre quoi? Sur 89 cas d'usage de violence, 26 décès, 29 blessures irréversibles, c'est-à-dire qu'il y a les morts, mais il y a aussi ceux qui traînent toute leur vie le résultat de ces violences policières, c'est-à-dire des infirmités qui vont être permanentes, 29 blessures irréversibles, et 22 blessures graves n'ayant pas entraîné d'infirmité permanente. C'est l'autre seconde conclusion que je voudrais donner. Ne limitons pas les violences policières aux décès. S'il y a autant de décès, c'est un analyseur, ça révèle qu'en réalité les violences policières sont beaucoup plus larges. Il y a beaucoup plus de violences policières que de décès. Et en plus, ces chiffres, bien entendu, ne comptabilisent pas un certain nombre de violences que l'on appelle violences de l'ombre, telles que l'usage abusif de menottes, les mesures portant atteinte à la dignité, même quand il n'y a pas de blessure physique,
les injures, les tutoiements, etc. On a toute une série d'autres violences, et les violences symboliques font des dégâts également auprès des personnes. L'autre dimension, la troisième dimension à repérer, c'est que nous sommes sur une réalité qui est en augmentation. Je disais un blessé par mois sur l'année de 2004 à 2014, mais en réalité, ces dernières années, on est plus proche de 15 décès par an que de 1 par mois. C'est-à-dire qu'on est non seulement pas dans une phase de recul, mais dans une phase d'augmentation. L'autre élément à également avoir en tête, donc je vous donne toute une série d'éléments pour bien vous montrer que c'est structurel, et après on passera à des dimensions d'analyse. C'est que cette violence n'est pas nouvelle. Autrement dit, tous ceux qui aujourd'hui se rendent compte au travers de l'affaire Théo des violences policières doivent s'interroger sur leur cécité dans les années passées. Ils doivent s'intéresser sur le fait qu'ils aient sous-estimé, pas vu, qu'être noir ou arabe en France, c'est risquer la violence au quotidien. Et je voudrais citer pour cela ce que nous dit Maurice Ravchus, un des militants sans doute les plus méritants sur cet aspect-là. C'est un vieux monsieur qui a connu pendant la Seconde Guerre mondiale les horreurs du nazisme, etc. Et bien Maurice Ravchus a mis en place un observatoire des libertés publiques qui s'appelle « Que fait la police ?» Et il a, malgré son grand âge, il a travaillé sur près de 50 ans, sur plus de 50 années, en repérant ces violences policières. Et il nous dit 6 à 8 décès entre 1977 et 1997, une dizaine de 1997 à 2001. Au début du XXIe siècle, la moyenne a atteint 12 cercueils par an. Désormais, c'est quasiment un mort tous les 20 jours, selon un autre collectif, le collectif Vivolé, qui est un autre collectif militant sur ces aspects-là. L'année 2012 est l'année la plus meurtrière, avec 18 décès. En 4 décennies, on a on a plus de 500 personnes qui ont succombé directement ou indirectement des suites d'une opération de police. Alors les chiffres sont un peu flous, pourquoi? Ils sont un peu flous parce que ces chiffres-là, comme il n'y a pas de statistiques policières, ce sont les militants qui sont obligés de les comptabiliser en regardant la presse régionale, et donc il y a plein de décès que l'on ne voit pas, parce qu'un certain nombre de ces décès n'apparaissent pas comme violences policières, apparaissent comme des résultats de faits divers, ou sont masqués sous une autre forme, et donc c'est très difficile de les évaluer. L'autre caractéristique à avoir en tête, c'est de nous poser la question de qui meurt. Là, on est obligé de constater que le profil est évident. On a un profil type de la victime. Le profil type du trépassé, c'est un jeune homme des quartiers populaires, d'origine maghrébine ou d'Afrique noire. C'est ça, c'est quasiment ça pour la très grande majorité des personnes qui sont décédées de violences policières. Sur les formes également de ces décès, eh bien on est obligé de constater la récurrence grandissante d'un certain nombre d'outils de mort. La présence grandissante des tasers et des flashballs, mais également un certain nombre de morts grandissants liés à des techniques d'immobilisation. Exemple, la technique d'asphyxie posturale, qui est une technique d'utilisation qui devrait être interdite. Elle conduit fréquemment à la mort et elle est permise. Les policiers ont le droit d'utiliser cette technique. Elle est dénoncée depuis plus de 10 ans par Amnesty International et même par la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Elle est interdite dans plusieurs pays, mais en France elle est légale, alors qu'on sait qu'elle conduit fréquemment à la mort. Autre caractéristique de ces décès, eh bien, c'est qu'il y a, dans la majorité des cas, aucune sanction. Le drame, c'est pas seulement qu'il y ait des violences policières, c'est que les violences policières ne sont jamais sanctionnées. Dans 90% des cas, pas dans 10% ou dans 20% ou dans 30%, dans 90% des cas, les agents des forces de l'ordre n'ont pas été condamnés. Et quand ils l'ont été, généralement, ce sont des peines faibles et avec sursis. Sur un échantillon de 180 personnes décédées au cours d'une opération de police, environ un tiers des affaires ont été classées sans suite. 60 situations, à peu près, ont été classées sans suite. Une trentaine vont déboucher ensuite sur un non-lieu, c'est-à-dire qu'elles ont été l'objet d'un procès, mais qui a débouché sur un non-lieu. Une dizaine sur des relax. Et près de 70 vont entraîner des peines, mais des peines avec sursis pour les auteurs de ces violences. Autrement dit, le maximum
dans la majorité des cas que l'on risque quand on a tué quelqu'un par violence policière, c'est une peine avec sursis. Alors il faut prendre la mesure de ce que ça signifie dans les mentalités d'un certain nombre de policiers que de savoir cela, parce qu'ils le savent. Ça veut dire qu'ils se sentent autorisés et protégés lorsqu'ils commettent des violences policières. Ils se sentent autorisés à les mener et ils se sentent protégés au cas où ça parvient devant la police. Alors je voulais dessiner ce tableau global avant de nous intéresser à la dimension d'analyse. Comment se fait-il qu'on en est là? Bien entendu, vous avez entendu dans les médias, ce qui est dénoncé par beaucoup de personnes dans les médias, c'est « ils ont été trop loin ». C'est ça qui est dénoncé. C'est l'excès. Or, ce discours sur « ils ont été trop loin » est un discours qui est le même que celui des bavures policières. Autrement dit, ça nous laisse croire que, globalement, il n'y a pas de violence policière, et parfois certains dérapent, et ils dérapent, et quand ils dérapent, il faut faire attention entre ceux qui vont trop loin et ceux qui ne vont pas trop loin. On est vraiment là sur une minimisation de la situation qui est proprement scandaleuse. Bien entendu, la réalité n'est pas celle-là. Nous sommes devant un système qui produit inévitablement des violences policières, qui produit inévitablement des morts, et si on veut que ça diminue et que ça s'arrête, eh bien, il faut prendre en compte les causes, l'ensemble des causes qui mènent à ça. Et je voudrais citer 8 causes qui me semblent systémiques, 8 causes qui ensemble font système, 8 causes qui se cumulent pour faire qu'on a affaire à une machine à tuer. Et une machine à tuer dans laquelle il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui utilise le fait d'être policier pour faire passer ses idées racistes. C'est le système, quelque chose de plus global. Bien sûr, celui qui est en plus consciemment raciste, eh bien, il se sent à l'aise là-dedans. La première cause, je sais que beaucoup nous en voudront là-dessus, mais le FUQP a l'habitude de dire les choses qui fâchent. La première cause, c'est que nous sommes devant un héritage ancien des forces de police françaises. La police n'est pas d'un seul coup devenue violente contre un certain nombre de populations du jour au lendemain. On a un héritage ancien. Et cet héritage, il est tabou aujourd'hui. On n'a pas le droit de l'aborder, sinon on nous dit « mais regardez, vous êtes anti-système, et les anti-systèmes, etc. sont des complotistes, etc. » Non, on a un héritage ancien. Rappelons-nous comment la police s'est comportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand les nazis ont demandé que les policiers français aillent arrêter des juifs et qu'on les expulse, y a-t-il eu une révolte des policiers pour dire « non, on ne le fera pas » ? Et non, la plupart des rafles en France ont été menées par des policiers qui ont obéi à des ordres et qui ne sont pas... Alors bien sûr, certains d'entre eux, c'est tout à leur honneur, ont refusé, etc. Mais c'était une extrême minorité. Pour la majorité, ce sont les forces officielles de police qui ont fait ces dimensions-là. Je dis cela parce que c'est une des raisons pour lesquelles Maurice Ravchus a décidé de consacrer tout son temps. C'est parce qu'il s'apercevait que ce qu'il avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale était ce qui se continuait après pour les Arabes et les Noirs de ce pays. Et qu'est-ce qu'on a fait à la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'on a été regardé du côté des effectifs de police pour repérer ceux qui avaient accepté ces dimensions-là? Non, on a repris ces mêmes forces qui ont repris leur place et qui ont continué. On a eu la même chose après avec la colonisation. Le 17 octobre 61, là aussi, même situation. Quelques policiers refusent. Et c'est tout à leur honneur. Et il faudrait qu'on ait leur nom et qu'on baptise des rues avec leur nom. Mais pour la grande majorité, ils ont obéi aux ordres d'aller taper de l'Algérien et de faire le massacre du 17 octobre 61. Et donc on n'a pas affaire à une police qui devient subitement violente. On a affaire à quelque chose qui s'ancre historiquement. Et il n'y a jamais eu, après 61, d'études, d'analyse, de diagnostic sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette police, comment... Et donc il n'y a pas eu au contraire, ça a été couvert. Donc la première cause, c'est bien une dimension d'héritage ancien qu'il faut garder en tête. Seconde cause, bien c'est que nous sommes devant une reproduction systémique de l'imaginaire raciste dans la police. Nous sommes dans un certain nombre de villes et de quartiers populaires avec un certain nombre de policiers qui ont des points de vue racistes. Je rappelle, plus de 50% des policiers ont voté FN au dernier régional. Que se passe-t-il lorsqu'un nouveau, imaginons un jeune de 20 ans veut devenir policier et intègre ces commissariats où on a l'habitude de casser de la rame? Ce jeune n'est pas raciste. Ce jeune est sincère. Ce jeune pense, à mon avis à tort, que la police républicaine est là pour défendre les citoyens, et il va dans la police. Eh bien,
la culture qu'ils rencontrent dans ces commissariats, les propos qu'ils rencontrent dans ces commissariats, les pratiques qu'ils rencontrent dans ces commissariats, le contraignent à un choix. Ou il se casse et il perd son boulot, ou il reste et il s'adapte. Voilà comment sur un même territoire se reproduisent. Et parfois, au bout de 10 ans, tous les anciens policiers sont partis, n'empêche que les nouveaux ont été socialisés pour prendre cette place-là. Et donc la seconde cause systémique, c'est bien cette reproduction à l'intérieur des différents commissariats. Troisième causalité, et pas des moindres, qui renvoie à la dimension de l'État et des décisions d'État. Parce que quand François Hollande va voir Théo, on a envie de rigoler ou de nous mettre en colère ou d'exploser. Parce que une des raisons du maintien et de l'augmentation du nombre de violences policières, c'est la militarisation de la police. Des choix politiques ont été faits pour que la police devienne de plus en plus à l'image d'une armée en guerre. La militarisation du maintien de l'ordre, on peut la définir comme étant le processus par lequel on va introduire des armes de guerre, des armes de plus en plus dangereuses dans les mains des policiers. Et si on introduit ce type d'armes, ne nous étonnons pas qu'elles soient utilisées après. Et ne nous étonnons pas que ces armes de plus en plus dangereuses, une fois utilisées, créent un certain nombre de morts. Il y a aujourd'hui, si l'on observe de près, il suffit d'être dans un quartier populaire et de voir l'arrivée d'un contrôle massif, comme on en a quand 10 fourgons arrivent pour un contrôle massif, etc. Eh bien, on a un effacement de la différence entre une opération militaire et de maintien de la paix, par exemple en Somalie ou ailleurs, etc., et une opération policière de maintien de l'ordre. On a l'impression qu'on est en guerre. Le vocabulaire employé, d'ailleurs, le lexique qui est utilisé, devient de plus en plus un lexique militaire. Aujourd'hui, on sait qu'ils utilisent des expressions comme neutraliser les cibles, neutraliser l'adversaire. Autrement dit, on a bien un vocabulaire de guerre qui est cohérent avec le type d'armement que des États qu'un État a choisi de mettre en place. Et quand je dis un État, je fais exprès de dire État et pas gouvernement, parce que la droite comme la gauche ont fait la même chose là-dessus. Hollande ça n'a pas été une rupture avec Sarkozy, ça a été les mêmes processus. L'utilisation du matériel va dans le même sens. Aujourd'hui, on utilise des drones dans certains quartiers populaires. Auparavant, c'était que sur les terrains de guerre qu'on utilisait des drones. On utilise des hélicoptères, des quadrillages de l'espace. Il suffit de voir comment les scènes, par exemple pour la ZAD, même si c'est pas la même violence dans les quartiers populaires, enfin si c'est la même violence, mais c'était pas les mêmes cibles, n'empêche qu'on avait vraiment l'impression d'être dans le vocabulaire comme dans les pratiques, dans une guerre. À partir de 1995, pour être plus précis, on va voir arriver certaines armes. 3 générations de lanceurs de balles en caoutchouc. On est déjà à la 3e génération qui donc sont commandés par l'État et qui en dotent la police avec cela. Et ces 3 générations, bien entendu, pourquoi on n'a pas gardé à la limite le premier, on aurait été en désaccord, mais 3 générations, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus puissants. C'est pas seulement on a fait une erreur en mettant des tasers et des flashballs, c'est qu'il y a encore sans cesse une amélioration de la puissance de ces armes. Par exemple, ce que l'on appelle les flashballs monopro ou super pro. Mais également, on a maintenant des lanceurs de balles. Alors je vais dire l'expression, moi c'est en allant faire des recherches que j'ai appris ces termes. Hein. Les lanceurs de balles défense 40. Défense 40, c'est la guerre. On est en guerre. On est en guerre contre les quartiers populaires, c'est ça que ça veut dire. Ils ont été testés à partir de 2007. Alors c'est pas mon vocabulaire, donc je ne vais pas pouvoir être très précis sur l'aspect militaire. Hein. Mais voilà comment c'est présenté. Dotés d'un canon rayé, d'un viseur EOTech. Et ils sont classés dans la catégorie armes à feu à usage militaire. Officiellement, aujourd'hui, les policiers ont des armes à feu à usage militaire pour intervenir dans les quartiers populaires. À l'heure d'aujourd'hui, on a plusieurs milliers de balles en caoutchouc qui ont été tirées depuis qu'ils sont mis en œuvre. Le geste n'est pas anodin. On tire de nouveau sur la foule, c'est ça que ça veut dire. L'objectif n'est plus de repousser un groupe, mais de blesser. Ce type d'arme ne renvoie plus aux mêmes objectifs. Il ne s'agit pas parce qu'il y a un groupe de jeunes qui veulent
même ça, pour nous, il faudrait regarder les causes, etc. C'est, je sais pas, il y a un groupe de jeunes qui s'emparent d'un espace ou qui embêtent sur un espace de les repousser. Il s'agit maintenant de blesser. Sinon, on n'a pas besoin de ce type d'armes. On a besoin d'autres types d'armes. Hein, si c'est juste pour repousser, il faut des boucliers, il faut des gaz lacrymogènes. Ça, là, ce type d'arme indique qu'on n'est plus simplement dans l'idée de repousser, mais qu'il y a bien cette idée que c'est possible qu'on blesse et c'est pas grave. Il s'agit de marquer dans la chair, d'en toucher un pour en terroriser 100. C'est une politique de la peur. C'est ça l'implicite du discours. Et donc, du coup, les victimes de violences policières, ce ne sont plus des accidents. C'est un élément de tactique pour diffuser un message plus largement au reste de la population. Bref, on est dans un tournant dans les doctrines de maintien de l'ordre aujourd'hui. On l'a vu au moment des manifestations sur la loi travail. Nous, on le savait dans nos quartiers qu'il y avait déjà ces pratiques. Beaucoup les ont découverts pour la première fois, mais nous, on savait que c'était déjà comme cela. Et ça n'est pas qu'une affaire du passé. En septembre 2015, le ministre de l'Intérieur lance une commande, donc moins de 2 ans, lance une commande, devinez de combien? 115 000 munitions de LBD 40, ce que je dis alors les lanceurs de balles tout à l'heure, 115 000 munitions de LBD 40 par an. On n'en commande pas autant si on pense qu'on en tire une de temps en temps. Si on en commande autant, c'est qu'on pense qu'on en aura besoin et qu'il va falloir les utiliser. Pour moi, ça, rien que ça, laisse supposer qu'il faut s'attendre à une augmentation des tirs de balles en caoutchouc dans les années qui viennent. Et que ça soit banalisé. En parallèle, on va avoir, en parallèle de ces balles, on va avoir toute une gamme également d'armes dites que l'on appelle non létales, donc qui normalement ne provoquent pas la mort. Et en particulier, pour les manifestations, les fameuses grenades de désencerclement, qui sont des grenades qui font de nombreux débats et qui font de nombreux dégâts et qui font de nombreux blessés. L'argument qui avait été mis en avant pour justifier cette nouvelle génération d'armes, dites non létales, c'était qu'en les vendant, eh bien, en les utilisant, eh bien, c'était des armes anti-bavure. C'est-à-dire que ça allait remplacer les balles à tir réel. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on nous dit, pour éviter les balles à tir réel, on a inventé d'autres choses. En réalité, le nouvel avantage ne s'est pas substitué aux balles à tir réel. Le nouvel arsenal, il s'est substitué à l'usage de la matraque. On est passé de la matraque aux balles en caoutchouc. C'est ça la réalité. Et cela va augmenter de manière exponentielle les situations de violence policière. Mais ça n'est pas, ça n'est que la troisième causalité. S'ajoute à cela la décision, et c'est pour cela que c'est l'État qu'il faut viser, la décision de mettre en place des corps spéciaux. Vous savez, on l'a déjà vu dans plusieurs de nos cours ici, à chaque fois que l'on a un traitement d'exception pour une population, ça veut dire que nous sommes en situation de domination. Et bien là, on a inventé pour les quartiers populaires un certain nombre de corps spéciaux. Il y a la police, et on invente des polices pour les quartiers. Je voudrais en citer deux. Une qui est connue dans tous les quartiers populaires de France et détestée par tous les jeunes des quartiers populaires de France, la fameuse BAC, Brigade Anticriminalité. Créée en 1914 au niveau national, elle appartient à la direction de la sécurité publique. Ces policiers circulent en voiture banalisée et ils sont spécialisés dans les interventions, entre guillemets, en milieu sensible. Donc il y a bien le choix d'une police pour certains secteurs et donc pour certaines populations. C'est ça que ça veut dire. Hein, si on enlève tout le discours qu'il y a autour, ça veut dire qu'on a créé une police pour les quartiers. Et la seule condition que l'on met pour les policiers pour être à la BAC, c'est d'avoir une ancienneté d'au moins 2 ans. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, c'est bien un corps spécial et qu'on n'a on n'a pas eu de critères déontologiques pour dire il faut avoir des gens qui savent se maîtriser, etc. Non, non, il y a juste l'ancienneté d'avoir 2 ans. Mais c'est la plus connue, mais ce n'est pas les seuls. On a un second corps spéciaux, qui sont les fameuses brigades spécialisées de terrain.
C'est Brice Hortefeux qui les a mis en place, rien que de savoir que c'est lui, on voit bien ce que ça peut signifier. C'était en août 2010, et il nous disait, pour vous indiquer la mission qui leur était donnée, en tout cas le message qui leur était envoyé, ce ne seront pas des policiers d'ambiance ou des éducateurs sociaux. Alors on peut l'entendre comme ça, on peut voir ce que cette phrase cache. Ça veut dire, vous allez voir, ils vont être fermes, il va y avoir de la violence. C'est ça que ça veut dire. Le blanc du discours nous dit cela. Il rajoute, ça ne sera pas des grands frères inopérants et en chemisette qui font partie du paysage. Là, le message que comprennent les policiers qui sont mis là-dedans, c'est quoi? C'est, vous êtes là pour castagner. Quand on dit, vous n'êtes pas des éducateurs sociaux, vous n'êtes pas des grands frères en chemisette, etc., on leur dit, vous êtes là-bas pour castagner. Vous êtes là-bas pour montrer vos muscles. Et c'est bien ça, le message qui était donné à ces BST. Ne nous étonnons pas qu'on ait un certain nombre des dernières victimes qui soient le résultat des contrôles aux faciès faits par ces BST. C'est pas toute la police, en réalité, on voit bien, il y a des corps spéciaux qui tuent plus que d'autres. Ces BST sont des petites unités d'une dizaine de policiers chacune qui sillonnent les quartiers populaires, le plus souvent à pied, en soirée. En réalité, ce sont des unités d'offensive spécialisées, c'est-à-dire ce sont des unités à qui on dit « vous devez aller reconquérir les territoires perdus de la République ». Et donc c'est un peu les sauveurs, les Batman, ils se sentent à l'avant-garde de la société menacée, et il faut qu'ils trouvent les sauvages qui menacent la société. Et c'est pour cela qu'effectivement ça va souvent à l'affrontement avec les jeunes, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ont un rôle noble de défense de la République face à des barbares, etc. Et donc il faut vraiment interroger l'idéologie qui circule quand on passe, quand on donne des missions de ce type-là. Et donc on a bien des corps spéciaux pour des quartiers spéciaux. On a des polices pour Arabes et Noirs, c'est ça que ça veut dire. Autrement dit, la BAC et la BST, c'est la police des Noirs et des Arabes. Autre causalité, les missions de la police. Quelle mission donne-t-on à la police? Il suffit d'entendre le discours sur les quartiers populaires. On a bien un discours sur une population dangereuse et des territoires dangereux. Et tant qu'on aura ce discours-là, les policiers que vous enverrez là-bas se sentiront menacés, mais aussi avec cette fonction de reconquérir ces territoires. Seconde mission, là aussi, on ne vient pas nous dire que c'est des bavures, c'est des choix d'État. Seconde mission, le contrôle aux faciès, quantitatif et qualitatif. Quantitatif, dernière enquête, 20 fois plus de chances d'être contrôlé lorsqu'on est tête d'arabe ou de noir. 20 fois, pas un ou deux, 20 fois plus. Vous imaginez, pour les jeunes des quartiers populaires, je dis ça parce que beaucoup de militants, et c'est très bien pour eux, on sont arrivés à ne plus habiter dans les quartiers populaires, et il n'y a pas de morale à faire là-dessus, mais du coup, attention, on peut ne plus prendre la mesure de ce que ça signifie que la vie concrète des jeunes dans les quartiers populaires. Eh bien, la vie concrète, c'est ça, c'est le risque d'être contrôlé 4 fois dans la même journée, avec ce que ça peut signifier. Ça, c'est l'aspect quantitatif. L'aspect qualitatif, c'est la généralisation des pratiques d'humiliation. Et c'est pour cela que ce qu'a vécu Théo, c'est une humiliation poussée à bout, mais elle ne doit pas cacher la multitude de petites humiliations, les injures racistes qui sont dites, les tutoiements abusifs, les réactions de violence face à un jeune qui demande juste ses droits. Bref, on a bien, au niveau quantitatif comme qualitatif, des contrôles aux faciès qui ont vocation à humilier. Et puis, autre dimension, toujours dans les missions de la police, la manière dont chacun des gouvernements, du Parti Socialiste comme avant la droite, comment à chaque situation, on est venu immédiatement dire, a priori, nous faisons confiance à la police. Nous vous couvrons quasiment, c'est ça qui est dit. Et donc on voit bien que cet empressement indique qu'on dit à ces policiers, vous n'auriez pas dû aller jusque-là, mais c'est pas grave. L'important c'est votre mission, et votre mission, c'est d'aller me surveiller ces quartiers populaires, d'aller les encadrer, etc. Et il faut rajouter à ces missions, en plus, le vocabulaire médiatique. Le vocabulaire médiatique, y compris dans certains qui se disent de gauche. Cette idée que les quartiers populaires seraient en dehors de la loi, cette idée que ce sont des territoires de la République perdus, où on ne contrôle plus rien, etc. Mais on est vraiment sur un délire.
Bien entendu qu'il y a quelques zones dans lesquelles c'est tellement la pauvreté, tellement etc., qu'il y a du trafic, etc. Mais qui va de temps en temps dans un quartier populaire, sait très bien que nous ne sommes pas en dehors des règles de la loi. Et là, on a un discours sur, il y a des territoires perdus, il y a des territoires où c'est la charia qui domine, il y a des territoires où c'est juste les délinquants qui dominent tout, etc. Mais enfin, sur quelle planète on est? Et pourtant, ça se dit dans les médias. Ça se dit doctement à TF1, ça se dit doctement dans un débat, ça se dit doctement avec des gens du PS ou de la droite qui vous disent « Mais oui, c'est vrai, on est tous d'accord pour aller reconquérir ces territoires. » L'expression « reconquérir les territoires perdus de la République » est une expression de guerre, parce qu'un territoire qu'on reconquiert, c'est par la guerre. Et ne nous étonnons pas après que les policiers fassent la guerre. Tant qu'on n'aura pas réussi à ce qu'ils arrêtent de parler de nos quartiers comme cela, eh bien, on aura, non pas des bavures, mais des résultats logiques, des conséquences normales, des conséquences prévisibles de ces missions qui sont données à la police. Autre cause, je ne sais plus à combien j'en suis, la sixième cause, l'autorisation politique. C'est-à-dire qu'on a, en regardant la chronologie des lois qui ont été votées pour renforcer à chaque fois les pouvoirs de la police, l'armement de la police, les droits de la police, etc. Si vous regardez sur 20 ans, on n'a jamais connu autant de lois sécuritaires. Ça n'a pas arrêté. Tous les 6 mois, on a une nouvelle loi. Cette succession des lois, comment voulez-vous qu'elle soit perçue par un policier qui est déjà raciste? Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes, mais un policier qui est raciste. Comment entend-il ça? Et il entend, on m'autorise à y aller. On me donne raison. On me dit que je suis légitime. Et cette autorisation politique, eh bien, c'est pas qu'une affaire du passé. La dernière loi qui a été votée, elle ne date pas d'il y a 4 ans. C'était après l'affaire Adama et après l'affaire Théo. Le 16 février 2017. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on peut... Elle autorise à tirer. Elle autorise à tirer. Et elle nous dit, ouais, mais c'est simplement dans 5 situations. Je vais vous les lire. Donc dorénavant, un policier peut tirer sur vous s'il est face à la menace d'homme armé. On imagine que cette phrase-là, il y a plein de gens qui peuvent l'interpréter. Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Donc on considère que juste sur une affaire de terrain, on a le droit de tirer. Autrement dit, si on pousse jusqu'au bout, un groupe de jeunes s'affrontent dans un quartier, parce qu'il y a eu, s'affrontent avec la police et ils occupent la place, si on ne peut pas les faire dégager autrement, on a le droit de tirer dessus. Mais on est là sur l'autorisation. C'est-à-dire que cette phrase-là, elle peut être interprétée à minima comme à maxima. Et donc ça laisse des marges d'interprétation. Troisième cause, lorsqu'une personne représentant une menace cherche à échapper à leur garde et qu'ils ne peuvent l'arrêter autrement. C'est-à-dire qu'on considère qu'il vaut mieux qu'il meure plutôt qu'il s'échappe. C'est ça qu'ils nous disent. Quatrième cause, face à un véhicule représentant une menace qu'ils ne peuvent arrêter autrement. Vous avez compris tout le nombre de crimes qu'on a eu, où c'était course-poursuite, Là, on est en train de nous dire, ben là, allez-y. Chaque fois que vous pourrez montrer qu'il était dans un véhicule, alors après, eux, ils diront qu'ils font sur vous, etc., mais quand vous pourrez laisser le doute sur le fait que le véhicule est menaçant, ben vous pouvez tirer. Et dans le but, alors ça c'est, le dernier, il est encore plus rigolo pour moi, dans le but d'empêcher un péril imminent. Qui va déterminer ce que c'est que le péril? Qui va définir qu'on est en situation de péril ou pas de péril? Autrement dit, toute cette succession de lois, elle a une fonction. Elle est entendue comme l'autorisation de, non pas de tuer, quoique, en tout cas de pratiquer des violences. Mais ça n'est pas suffisant comme causalité. Il faut en rajouter une 7e, qui est encore plus dangereuse, parce qu'elle s'articule à toutes les autres. Elle vient
donner du lien à toutes les autres. Et je sais que c'est là aussi un débat tabou dans cette société. Nous sommes dans une période de droitisation de la police. Nous sommes dans une période de fascisation de la police. J'irai peut-être en prison à cause de ça. Hein. Donc vous me rapporterez des oranges si ma vidéo est, si je suis attaqué. Mais il faut arrêter de tourner autour du pot. Ce sont des êtres humains qui meurent. Et donc on ne peut plus, sous prétexte de ne pas utiliser certains mots, les cacher. C'est en toute conscience que je dis ça. Mais est-il normal, et que personne ne se préoccupe de ça, d'avoir un vote aussi important du Front National dans la police? Et de continuer à la considérer comme une police républicaine? Eh bien moi je dis non. Non. Quand on a plus de 50% des policiers qui votent au régional pour le Front National, il faut arrêter de nous parler de police républicaine. Il y a quelque chose de fondamentalement négatif, fondamentalement régressif dans l'évolution de ces dernières années. Mais c'est plus grave que cela. Ce n'est pas simplement une montée du vote Front National au sein de la police. C'est aussi que pour la première fois depuis longtemps, on a eu des policiers qui ont désobéi en faisant des manifestations publiques, et ça n'est pas rien, ça. Ça n'est pas rien. Ça nous rappelle à quel moment des policiers font ça. Ça nous rappelle des moments qui sont pas tristes dans l'histoire d'un certain nombre de pays. Et quelle a été la réaction aux manifestations de la police? Ça a été des manifestations de compréhension. Ça a été des manifestations qui ont conduit à la dernière loi. Ça a été de leur dire, oui, on vous a entendu, on va voter encore une loi qui vous donne plus de droits. Eh bien ça, qu'on le veuille ou non, ça renforce la dimension d'autorisation. Comment voulez-vous que les policiers se comportent et se considèrent lorsque, quand ils font une manif dans laquelle ils sont illégaux, ils n'ont pas le droit de faire cette manif, on leur dit, on vous a entendu, on va voter une nouvelle loi. Mais ils se sentent portés. Et je pense qu'on est là sur un vrai phénomène d'aggravation de la situation. Et puis enfin, dernière causalité que tout le monde connaît, que tout jeune de quartier vous dira, le fameux outrage à agent, qui à chaque fois est pris sérieusement, est pris au sérieux, qui à chaque fois est enregistré. À chaque fois que vous avez une violence policière, celui qui a été victime se retrouve le lendemain avec une plainte outrage à agent. On est bien là si on regarde rien que ces 8 facteurs, et je ne suis pas spécialiste de la situation, j'ai juste une ancienneté dans la lutte contre les violences policières, parce que malheureusement, déjà dans les années 80, on se battait contre cela. Si on cumule ces 8 facteurs, eh bien, on ne peut plus dire que c'est des bavures. Si on cumule ces 8 facteurs, on ne peut plus dire que c'est des policiers qui ont perdu patience, perdu leur sang-froid. On ne peut plus dire ça. On est obligé d'interroger l'ensemble des responsabilités. Et tant qu'il n'y aura pas, sur le corps de la police aujourd'hui, il n'y aura pas une remise en cause, un questionnement du système, une remise en cause du fonctionnement, une transformation des missions données à la police, une interrogation sur le type d'armement, tant qu'il n'y aura pas tout ça, eh bien les violences policières ne diminueront pas. Et ce n'est pas seulement pour être radical qu'on dit cela, c'est parce que dans notre chair, on sait que ce sont ces causalités-là. Et ce n'est pas simplement quelqu'un qui a pété un câble. Alors comment lutter par rapport à ces dimensions-là? D'abord, personne ne peut dire qu'il a la solution pour construire les fronts de lutte. On voit bien que c'est difficile de construire une dynamique de lutte contre les violences policières. C'est d'abord difficile parce que, justement, à chaque fois, on a toujours à répondre à cette explication dominante qui est « ça n'est qu'une bavure ». Et que dès que vous remettez en cause cette idée de bavure, on va commencer à vous dire « oui, mais là vous faites de la politique, vous exagérez, etc. » Donc on a d'abord à diffuser, pour moi le premier axe de lutte, c'est d'abord de diffuser au-delà de chacune des morts, et en n'attendant pas le prochain mort, d'avoir une campagne permanente pour expliquer cet aspect systémique. Malheureusement, nous nous mobilisons à chaque fois que nous sommes de nouveau endeuillés. Nous nous mobilisons à chaque fois que nous avons une violence policière qui a éborgné quelqu'un, qui a tué quelqu'un, etc. En réalité, tant que nous n'aurons pas fait un travail permanent pour qu'il y ait conscientisation de l'aspect système, nous serons toujours affaiblis. La seconde dimension, c'est qu'on ne peut pas remplacer. Je le dis par rapport à ceux qui prétendent parler à leur place. On ne peut pas remplacer les familles des victimes. Toute l'histoire des luttes contre les violences policières a été une histoire dans laquelle
les familles de victimes se sont mobilisées. On n'a jamais eu une période dans laquelle on a eu un vide. Le seul problème, il est que quand on se mobilise comme famille des victimes, on se mobilise sur sa situation. Et que donc la seconde dimension, c'est d'aider, d'accompagner, de financer, nous tous, le regroupement des familles des victimes, pour qu'elles puissent être quelque chose qui dépasse la défense de chacune des situations, mais pour qu'elles posent la situation globale des violences policières. La troisième dimension de la lutte, ben, c'est la visibilité. C'est pour cela que la marche du 19, malgré toutes ses imperfections, et je peux vous dire qu'il y en aura, voilà, il y a plein de débats aujourd'hui sur cette marche, bien entendu, mais c'est essentiel de visibiliser, c'est essentiel de montrer que ça ne se passe plus en silence. D'ailleurs, vous savez, une des choses qui embête le plus les policiers, et quand je dis les policiers, ce n'est pas tous les policiers, ce sont ces policiers-là qui ont cette optique de reconquête des territoires perdus, etc. C'est quoi d'après vous? C'est l'usage du téléphone portable. Oui, il y a quelque chose qui leur fait peur de plus en plus. D'ailleurs, on voit bien sur les réseaux sociaux. Hein, quasiment à chaque fois, on a maintenant, de manière, pas à chaque fois, mais de manière très régulière, on a des images de ces violences policières. Parce que le réflexe de prendre son téléphone pour filmer, eh bien, il a été pris par plein de jeunes. Et là-dessus, les jeunes nous donnent des leçons. C'est pas venu du monde militant. C'est pas le monde militant qui a eu le réflexe de faire comme aux États-Unis avec les Black Panthers surveillant la police. C'est pas ça. Ça a été spontanément les jeunes des quartiers populaires qui ont commencé à filmer et à mettre sur les réseaux sociaux. Et on voit bien que ça les embête. Ce qui veut dire que un des points stratégiques pour nous, c'est visibiliser. Montrer qu'il y a du monde. Donc je vous invite tous à être à Paris le 19 mars. Et visibiliser, c'est aussi se donner donc des rendez-vous d'apparition publique commune. Et puis, dernier axe d'action, ben, l'interpellation de toutes les forces politiques, mais sans leur faire de cadeaux. Sans leur faire de cadeaux. Il ne s'agit pas de leur demander de dire « moi je soutiens Théo ». Non, non, c'est pas ça, ça. Hein. Parce que sur Théo, tout le monde a soutenu Théo. C'était tellement excessif. Non, c'est de les questionner. Allez-vous dissoudre la BAC? Oui, non. Allez-vous dissoudre les BST? Oui, non. Allez-vous arrêter d'avoir tel type d'armement? Oui, non. Et non pas oui, mais ta. Et je pense qu'il faut qu'on pose les débats de telle sorte à ce qu'ils soient contraints de clarifier leur position, parce qu'à chaque fois qu'il y aura un mort, vous aurez des déclarations. Surtout quand il y a des élections qui approchent. Et donc c'est bien de faire la liste, et c'est pour ça que je me suis autorisé à donner une série de causes, de faire la liste des éléments sur lesquels on demande à chacun de se positionner, et à chaque fois qu'il répond non, eh bien de le dénoncer publiquement. La personne qui dit « moi la BAC, je ne peux pas la dissoudre », eh bien on la dénonce. La personne qui dit « je dissous la BAC, mais l'armement de la police, l'armement militaire de la police, ça je ne peux pas, les flashballs, je ne peux pas les supprimer », eh bien on le dénonce. Et il faut qu'on réussisse au niveau national à clarifier un certain nombre d'éléments sur lesquels on ne fait pas de cadeau. Ce n'est pas rendre service à qui que ce soit dans ce pays que d'être dans la soi-disant modération, parce que nous avons affaire à un système, et un système, ça ne se disparaît pas par modération. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire le débat. Donc deux rendez-vous. Hein. D'abord un rendez-vous national, et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, on a un bus, donc le Front Uni organise un bus. Donc ceux qui veulent s'inscrire, dites-le tout à l'heure, c'est le 19 mars. Un second rendez-vous en région, le 25 mars, pour un mort dans notre région, à Montigny-en-Goël, pour la en rang de magistrat, la sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix.